Est-ce qu'on n'est pas en train de voir évoluer justement ce milieu de la recherche à partir des données de santé, à partir de ces pratiques? Maintenant, on va puiser dans des stocks de données de santé et je me dis, je suis un petit peu caricaturale et je fais un peu de la provocation, quid de l'intuition scientifique, quid de l'idée de génie? Est-ce que c'est l'IA demain qui va nous dire c'est dans ce domaine qu'il faut chercher et que du coup, alors là je reviens à la CNIL et je reviens aussi à vous Renato Braslet, il y a des populations qui du coup vont être particulièrement exposées, c'est-à-dire qu'on va les courser pour chercher leurs données. Voilà. Alors qui commence à répondre à mes questions ubuesques? On va donner la parole à Camille, non? C'est normal. Avec plaisir. Alors oui, effectivement, des questions ubuesques. Donc, je pense que pour revenir sur ce que disait votre intervenant précédent, je pense qu'il y a une vraie question actuellement autour de l'IA et autour de ses utilisations, parce que, alors, on emploie le terme intelligence artificielle pour couvrir un grand nombre de techniques maintenant. Moi, je l'associe à tout ce qui est finalement travail avec des données qui correspond bien à ce que je fais. Et il y a effectivement j'ai l'impression d'un questionnement qui est en train de naître dans des communautés qui initialement étaient vraiment très centrées sur la technique informatique et qui tendent de plus en plus vers des questions qui doivent être considérées en multidisciplinarité, excusez-moi, en particulier autour de l'éthique, autour de ces questions de biais, puisque finalement, l'intelligence artificielle, typiquement, va apprendre un modèle à partir des données qu'on va lui fournir. Mais la question de comment ces données ont été obtenues, sur quelle population ces données ont été obtenues, dans quelles conditions, évidemment, c'est particulièrement important, mais aussi qui a été exclu de ces données. Et finalement, les personnes qui ont été exclues, potentiellement, le modèle qu'on va construire ne va pas fonctionner pour répondre à leurs besoins. Donc, je pense qu'il y a vraiment de nouveaux enjeux à la croisée des chemins entre différentes disciplines et auxquels on va pouvoir travailler prochainement. Jean-Paul Hatton, vous rajoutez quelque chose avant que je passe la parole à Renato Braslet? J'aimerais bien revenir sur le mot génie dont vous parliez. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de génie dans notre travail, il y a beaucoup de sueur. C'est-à-dire que les données médicales sont au moins à 80% des données non structurées. Ce sont des comptes rendus d'analyse et des diagnostics. Donc il y a déjà un gros travail de mise en forme. L'intelligence artificielle sert à ça en partie. Et puis ensuite, à partir de cette montagne de données qu'en faire, eh bien, c'est un travail de longue haleine. Au Lauria, qui est d'ailleurs un laboratoire lié à l'INRIA, dont vous êtes Camille, nous avons créé, il y a plus de 20 ans, une équipe qui s'appelle Orpailleur. Oui, ça veut absolument tout dire. Qu'est-ce que fait Orpailleur? Eh bien, elle va chercher des pépites de connaissances dans des montagnes de données. Et les méthodes sont des méthodes statistiques, d'intelligence artificielle, de réseaux neuronaux. Beaucoup de sueur et moins de génie, finalement. Renato Braslet, alors, sur ces questions, je ne sais pas, ça fait un mauvais scénario de science-fiction, mais j'imagine fort bien ces populations particulièrement utiles à alimenter les recherches et qu'on courserait pour capter leurs données qui deviendraient très, très convoitées. Je pense que ça existe déjà en fait, mais en Europe, on a quand même une réglementation qui est protectrice de la personne. Justement, je parlais de curseur encore entre l'individu et l'intérêt collectif. Et on a notamment le travail de la CNIL qui est remarquable là-dessus, puisqu'elle a produit 6 méthodologies de référence en matière de recherche. Parce que c'est quand même, on parle du RGPD, mais derrière, il y a plein de réglementations spécifiques qui s'appliquent. Et je suis assez bluffé du travail qui était évoqué par l'intervenante précédente, excusez-moi Camille, sur la pluridisciplinarité avec des juristes, puisque justement, à moins qu'on soit un spécialiste du droit ou du domaine dans lequel on travaille, il est impossible en tout cas moi je trouve, qui ai fait un doctorat sur le sujet, de connaître la réglementation du secteur. Il faut vraiment être avec des juristes. Et il faut savoir que la CNIL a fait des méthodologies de référence, il y en a 6, sur les activités de recherche qui ont une approche globale, à la fois sur les protocoles médicaux, donc je laisserai la personne de la CNIL parler, sur les demandes d'autorisation qui sont à être formulées, notamment si on va accéder au PMSI ou RPU, donc oui. à ma connaissance c'est la MR 006.
Et puis, on a toutes des réglementations spécifiques quand même qui s'appliquent déjà. Donc, on a tout ce qui est protection des bases de données, un droit sui generis de la propriété intellectuelle. Donc, on a déjà tout un cadre en fait qui prévoit ces cas d'usage et qui est assez protecteur et qui, pour moi en tout cas, permet de trouver l'équilibre. Et je pense que le travail, comme ça a été dit, c'est essentiellement un travail de pédagogie, de formation des professionnels du secteur, dans les cursus universitaires également. Et puis également un travail un petit peu de simplification du droit et de centralisation, comme la CNIL le fait avec les mesures de référence. Pardon. Non, mais je souris, simplification du droit, quand je vois les dimensions des bouquins. Jean-Paul attend très vite, parce que je voudrais passer la parole à Hélène Guimiot-Bréau avant de transmettre le micro dans la salle. Oui ? Je vous écoute. Donc, je voulais dire un mot sur le fait que le RGPD est un règlement dont on peut être très fier. Et les Français encore plus, puisque c'est directement issu de la loi informatique et liberté. Donc ça donne effectivement des contraintes, mais néanmoins, on se rend compte que ça fait des émules. Le Japon a fait à peu près la même chose, certains États américains. Et donc cette idée de protection de plus en plus grande de citoyens est une idée qui fait son chemin, et c'est très bien pour tout le monde. Hélène Guimiot-Bréau, vous m'avez dit aussi en préparant cette rencontre qu'il y avait des améliorations à apporter encore sur le volet consentement des personnes, malgré une montée en puissance du niveau d'exigence. Oui, alors consentement et surtout information et loyauté vis-à-vis des personnes. Je pense qu'on a parlé d'éthique. En fait, moi, je suis intimement convaincue qu'on peut faire beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit. Je pense que tout le monde est convaincu que le RGPD est utile et bien, enfin voilà, structure et garantit quand même un niveau de protection des personnes élevé, tout en permettant quand même de faire plein de choses, notamment en matière de recherche. Cet équilibre entre intérêt individuel et intérêt collectif, il est prévu dans les considérants du RGPD. Donc, ça veut dire que dans les premiers principes, il faut faire cette balance. On a évoqué les méthodologies de référence, c'est effectivement des cadres de référence qui ont été élaborés par la CNIL. Mais nous, quand on élabore ces textes-là, on ne le fait pas tout seul dans notre coin. On se tourne vers la communauté des chercheurs, déjà pour recueillir les besoins, pour savoir sur quel type d'études il faut qu'on fasse des méthodologies, parce que ça permet, quand on est conforme, de ne pas avoir à demander une autorisation de la CNIL. Et concrètement, ces textes sont quand même suffisamment larges, permettent de traiter plein de catégories de données différentes, notamment des données qui peuvent être sensibles. Alors, on parlait des données de santé, mais ça peut aussi être des données qui peuvent révéler l'origine ethnique, ça peut être des données génétiques. Voilà, donc il y a quand même déjà des cadres qui permettent de simplifier les choses et de travailler pas forcément sur des données anonymisées, les données codées ou même des données nominatives. Enfin, on peut vraiment faire beaucoup de choses. La seule chose, c'est qu'effectivement, il faut faire ça en conformité avec les textes, avec ces cadres, d'où l'intérêt effectivement d'un travail rapproché entre chercheurs et juristes, parce qu'il faut réussir à décoder tout ça, même si nous, on fait des guides pratiques. Mais c'est vrai que tous ces cadres de référence qu'on a rédigés, proposés, en tout cas pour tout ce qui est recherche sur des données autres que le PMSI et tout ce qui est recherche impliquant la personne humaine, le point commun, c'est qu'il faut procéder à une information individuelle des personnes concernées. Et ça peut souvent être très délicat pour les chercheurs, notamment quand on utilise des bases de données qui sont déjà pseudonymisées, on n'a pas les noms, prénoms, adresses des personnes. Quand on utilise des données qui sont un peu anciennes et où on n'est pas très sûr de retrouver les personnes concernées, et ces recherches-là pour lesquelles les personnes ne peuvent pas être individuellement informées, effectivement, à l'heure actuelle, elles doivent être soumises à la CNIL pour autorisation, justement pour qu'on puisse vérifier et accompagner les chercheurs sur quelles modalités mettre en œuvre pour diffuser quand même l'information publiquement. Je prends un exemple un peu caricatural, mais parfois on nous dit on ne peut pas informer les personnes parce que elles ne reviennent plus dans le service hospitalier, par exemple, on les voit plus en soins, elles sont plus suivies, donc on ne peut pas les informer qu'on fait une recherche en utilisant leurs données. Et on nous propose comme mesure alternative pour du coup faire une information qu'on appelle collective, de mettre un affichage dans une salle d'attente, dans la salle d'attente du service. Sauf qu'on sait forcément que cet affichage ne va pas porter, puisque les gens ne sont plus suivis. Donc en gros, voilà, l'idée c'est vraiment de
proposer un accompagnement pour trouver des mesures qui qui garantissent les droits et libertés des personnes et qui puissent permettre ensuite aux personnes d'exercer leurs droits si elles le souhaitent, mais à tout le moins d'être informées de ce qui est fait avec leurs données. Et à mon sens, cet enjeu de transparence et de loyauté vis-à-vis des personnes concernées, c'est un vrai enjeu éthique et au-delà de ça, pour créer de la confiance, pour que les personnes finalement acceptent qu'on accède à leur dossier médical pour des beaux projets de recherche, parce qu'on fait quand même des choses absolument fabuleuses en France et en Europe, des recherches de très grande qualité. Et moi, à titre personnel, je suis convaincue que c'est aussi parce qu'on a toutes ces règles éthiques en matière d'information des personnes, de sécurité qu'on va appliquer aux bases de données, etc., etc. C'est parce qu'on a ces grands principes-là qu'on a des données de qualité, qu'on a des recherches de qualité et des résultats de qualité également.